Salut, salut, moi je m'appelle donc Mathieu. Déjà, merci à tous et à toutes sincèrement d'être là. Moi c'est un plaisir pour moi de présenter mon rôle de Product Manager. J'avoue que je suis à la fois honoré et un peu impressionné devant un tel auditoire. Euh, je remercie aussi beaucoup le wagon en fait, de me donner la parole. En fait, moi je suis Product Manager, clairement mon métier me passionne et donc moi ça m'intéresse et ça me motive à fond d'échanger, de partager un peu ma modeste expérience autour de ce sujet avec vous. Alors, clairement, j'ai pas le mode d'emploi miracle pour réaliser un bon produit. Je pense pas qu'il existe réellement. Un produit, réaliser un produit, c'est en fait construire une vraie entreprise. C'est constitué d'un ensemble de composantes qui sont hyper riches, de marketing, de design, de tech, de stratégie, d'énormément d'éléments. Donc là-dedans, j'ai ni la crédibilité ni la légitimité en fait pour entrer dans tous ces pôles de compétences, parce qu'en fait, on réunit un certain nombre d'expertises. Donc c'est pas mon métier. Moi, ce que je vous propose plutôt aujourd'hui, en fait, c'est de partager une overview, d'avoir la big picture globale de comment on part d'une idée et on aboutit à un produit. Et aussi d'expliquer un petit peu plus en détail ce qui est finalement un produit digital, parce que derrière cette terminologie, il y a des choses qui ne sont pas toujours très claires. Et puis forcément, je partagerai aussi quelques tips, enfin des trucs moi j'ai trouvé plutôt sympas ou qui m'ont été utiles dans mes quelques années de carrière entre guillemets. Voilà. Donc rapidement qui je suis, parce que voilà, je suis pour pas te donner complètement un hasard. En fait, moi ça fait 8 ans à peu près que je construis des produits digitaux. Je l'ai fait dans pas mal de secteurs d'activité différents, dans plein de types d'entreprises différentes. Je l'ai fait à l'origine dans des très grands comptes, je l'ai fait dans des spin-offs, des startups internes de différents groupes. Et puis plus récemment, là j'étais vraiment startup depuis 2 ans à Nantes. Au total, enfin, peu ou prou, c'est une dizaine de produits qui ont été lancés sur ces 8 dernières années avec l'ensemble de ces équipes. Et il y a aussi eu beaucoup d'autres produits ou projets qui n'ont jamais été réalisés. Et c'est tout à fait normal. L'objectif aussi qu'on a quand on construit un produit, c'est finalement quand on a une réflexion autour d'un produit, c'est de se dire qu'est-ce qu'on doit lancer, qu'est-ce qu'on ne doit pas lancer. Il y a des produits qui sont restés au stade complètement d'idées, d'autres qui ont abouti jusqu'à des MVP et qui n'ont finalement pas pris sur le marché. Mais voilà pour un petit peu ce que j'ai fait. Et donc pour en arriver là, moi je suis un marketeur qui s'est ingénierisé. Alors ça se dit pas, hein, c'est pas du français. Mais en fait, que ce soit dans mon parcours académique, moi je suis issu de l'école de commerce au départ. Et comme le disait Nico tout à l'heure, moi la dernière formation que j'ai faite c'est le wagon. Donc finalement je rentrais purement et absolument dans la tech. Donc c'est vraiment cette logique de quelque part marketing vers l'ingénierie. Et aussi dans mon parcours en fait professionnel, moi j'ai commencé en trade marketing chez SFR, donc à marketer finalement des produits technologiques pour finir depuis pas mal d'années, 8 ans maintenant, par les faire en fait. Donc voilà. Et pour ça, il a fallu un peu changer de paradigme, d'état d'esprit et aussi de compétences. Et voilà. Et moi, ma quête de sens quotidienne qui font que j'aime mon métier et que vraiment ça me passionne, c'est effectivement de délivrer des produits qui soient utiles, qui soient simples et qui soient réalisés de façon lean. Alors, derrière ces termes-là, vous allez me dire, c'est un peu une évidence. En fait, je ne vais pas dire que mon quotidien, c'est de faire des produits qui servent absolument à rien, de faire ça de façon hyper compliquée et surtout de faire perdre beaucoup de temps à tout le monde pour les réaliser. Mais en fait, moi, derrière ces termes-là, en fait, j'y mets des valeurs assez importantes, des valeurs intrinsèques, moi, qui m'animent au quotidien. Derrière la dimension d'utile, moi, j'y vois des gens, je vois des utilisateurs. J'ai envie que les produits que je fais ou qu'on construit en équipe soient utiles au quotidien des personnes, qu'ils les utilisent, tout simplement. Derrière le sens de simple, moi j'y mets la notion d'évidence en fait. Moi j'aime bien, enfin comme beaucoup de gens, quand je découvre une application, quand je l'utilise, qu'elle me paraisse hyper intuitive, qu'elle soit évidente à utiliser, qu'on ne se dise pas, mais finalement il y a des problématiques pour l'utiliser en tant que tel. Et derrière l'évidence, il y a aussi l'évidence même de l'existence du produit. Il y a souvent des choses marrantes, hein, on le voit dans plein de startups qui sont nées ou de concepts qui sont nés, c'est que ça semblait quasiment évident ou pas d'ailleurs de se dire mais pourquoi ce concept-là ou ce produit-là n'existait pas avant. Moi j'adore quand j'ai eu un produit qu'on me dit mais de toute façon ton produit il existe depuis 20 ans c'est sûr. Ben non c'est pas si évident que ça. Et derrière la notion de simplicité, moi j'y mets ça. Et derrière la notion de lean, et c'est peut-être pas le plus important mais c'est vachement, enfin c'est quand même quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est derrière le Lean, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez le bouquin qui est un peu la Bible, Lean Startup, qui est un truc absolument passionnant. Et derrière le Lean, en fait, il y a la notion de non-gaspillage. Et moi, le non-gaspillage que j'y mets derrière, c'est un non-gaspillage humain. Je pense que chacun au quotidien, quand notre quête de sens quand on va au travail, c'est de faire des choses qui sont constructives, qui sont utiles, et que ce qu'on réalise soit le moins mis possible à la poubelle. Et donc moi, la quête de sens que je mets derrière ça, en fait, dans mon métier, c'est vraiment de parvenir à tout ça. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, là j'ai travaillé, comme disait Nico, j'étais pendant 2 ans PM là, pour une startup nantaise qui s'appelle EP. Et aujourd'hui, en fait, je suis à mon compte, donc en tant que product manager, product owner. Voilà pour la petite overview. Je vous propose de rentrer en fait dans le vif du sujet. Le product management, c'est quoi? En fait, il y a ces deux termes qui prêtent quand même beaucoup à interprétation. C'est pas très clair, hein, product management. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, finalement, c'est qu'on s'accorde en fait sur ces deux définitions.
Et on commence forcément par le product. Alors, en fait, si je vous présente ça, je pense que ça va faire assez peu de débat et que ça va être assez clair pour tout le monde. À gauche, ici, j'ai un produit. En l'occurrence, c'est un aspirateur. À droite, j'ai le marketing d'un produit. En l'occurrence, j'ai une affiche qui présente ce produit. Alors, si je vous présente ça, c'est pas pour vous montrer à quel point on peut être sexy quand on utilise un aspirateur. C'est pas du tout l'objet de la présentation, mais c'est simplement pour dire que, en fait, dans le web ou dans l'univers digital, c'est précisément la même chose, sauf que c'est beaucoup moins lisible. Ici, on a exactement la même déclinaison que celle que j'ai présentée avant, mais de façon digitale. À gauche, ici, vous allez trouver un produit digital. En l'occurrence, bon, c'est Salesforce, un produit assez connu, un CRM très connu, master sur le marché. Et ça, c'est l'application Salesforce qu'on voit à gauche. À droite, effectivement, on a le marketing de ce produit. Le marketing de ce produit, c'est finalement le site vitrine qui présente l'ensemble des fonctionnalités de ce produit. Quand on pense effectivement à faire un produit web, en fait, c'est précisément comme faire l'aspirateur qu'on a vu précédemment. Pourquoi? Parce que si ces deux éléments sont finalement matérialisés de la même façon, tout à l'heure on avait un aspirateur, c'est un produit, on avait une affiche, c'est un deuxième élément matériel. Dans le web, parfois ces lignes-là sont beaucoup plus floues, beaucoup moins claires, mais grosso modo, la matérialisation qu'on fait dans les deux cas de figure, c'est des pages web. On atterrit dans les deux cas sur des pages web, on navigue d'une URL à une autre, on va cliquer sur des CTA pour se balader dans les applications ou dans le site vitrine, la confusion elle est assez forte. Et pourtant, la fonction même de ces produits, elle est vraiment totalement différente. Elle est aussi différente que de construire un aspirateur et de faire une affiche pour le présenter. Quand on fait partie d'une équipe produit, quand on est product manager, on travaille à 100%, évidemment je ne vais pas créer une frontière absolue, mais sur la partie de gauche. Et ce qui veut dire que finalement, on s'ingénierise beaucoup là-dedans. Pourquoi? Parce que la fonction de ce produit, c'est d'être utilisé, d'avoir un usage au quotidien, d'avoir des fonctionnalités. Pour les faire, il va falloir se baser sur des éléments techniques. Quand on fait un aspirateur, je ne sais pas, c'est un aspirateur sans sac, il faut un moteur qui fonctionne. Là, ça va être pareil. Là, par exemple, je prends un cas d'usage de Salesforce. Salesforce, quand on a un call entrant, un appel entrant, il va être capable d'afficher, par exemple, la fiche du client qui appelle. Pour faire ça, forcément, il y a un élément technologique qui permet de rematcher que l'appel entrant correspond à un numéro, que dans ma base de données, j'ai le même numéro, etc. Donc, il y a des similarités hyper fortes entre réaliser un produit physique et réaliser un produit digital. Si je prends le pendant d'à côté, qui est tout à fait différent, sa fonction, c'est de mettre en avant le produit. Et sa force ne basera pas du tout sur les fonctionnalités. Les fonctionnalités d'un site vitrine, elles sont très simples. On y navigue, on a des CTA, etc. On a rarement des fonctionnalités complexes. En revanche, sa valeur, elle sera hautement portée par son contenu. Et en fait, cette illustration, aussi simple qu'elle puisse paraître là, en fait, elle pose pas mal de problèmes dans plein d'organisations. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup d'organisations dans lesquelles on a souvent un flou artistique autour de ça. Même récemment, quand j'étais en startup, pourtant, on a des petites équipes. Parfois, c'est pas toujours très clair, ces éléments-là. Et ce que ça implique, en fait, c'est quand même des impacts organisationnels qui sont importants. L'équipe produit va travailler sur la partie de gauche. L'équipe marketing, c'est pas parce que c'est un site web qu'elle peut pas être indépendante là-dessus. On n'est pas obligé d'avoir une équipe produit qui est derrière un site vitrine. Il peut y avoir une agence digitale qui les accompagne, ils peuvent s'appuyer sur un CMS. Voilà, il y a plein d'applications de ce type-là. Un autre truc qui est assez intéressant et qui là du coup va différencier de l'univers un peu matériel de l'univers virtuel qu'est le digital, c'est que alors j'ai jamais travaillé dans ce genre d'équipe, mais j'imagine en tout cas assez facilement que quand on construit des aspirateurs chez LG ou ailleurs, on va avoir affaire quasiment qu'à des ingénieurs. Dans la spectre du digital, l'opportunité qu'on a là-dedans, c'est que, et j'en suis aussi quelque part la preuve, c'est qu'il n'y a pas que des ingénieurs qui vont travailler dessus. Il y a une majorité d'ingénieurs, il faut avoir un esprit d'ingénieur, mais pas que. Il y a des opportunités effectivement à être issu d'une école de commerce ou d'ailleurs et à participer à la construction d'un produit. Le seul élément important là-dedans pour pouvoir y arriver, c'est de s'intéresser et de cultiver un minimum un esprit tech. Donc voilà en fait ce qu'est un produit, c'est assez important souvent de se le dire parce que voilà, on a souvent du mal à le matérialiser dans l'univers du web. Donc voilà la définition en tout cas que moi j'en donne. Et la deuxième notion qu'on a derrière Product Management, c'est le management. Bon, là objectivement, le management, je pense que c'est un terme qu'on voit soit comme très riche, soit comme très vague, ça dépend si on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. En tout cas, objectivement, moi, j'ai pas la capacité de le définir. Et donc, pour ça, j'ai fait plutôt appel à un ami. Cet ami s'appelle Wikipédia. Et voilà comment il définit le management. Et le management au sens large, pas le management de produits. Donc, le management, c'est la mise en œuvre des moyens humains et matériels d'une entreprise pour atteindre ses objectifs. Bon, franchement, j'aurais pas fait mieux. Là-dedans, en fait, quand on fait du management de produits, quelque part, cette phrase, on peut la reprendre et quasiment remplacer l'entreprise par le produit. Finalement, c'est manager et mettre en œuvre l'ensemble des moyens humains. Il y a des humains qui sont derrière chacun des produits qu'on réalise, évidemment, et principalement matériel / technique, c'est finalement un petit peu ça, d'un produit pour atteindre ses objectifs. On a toujours un objectif à atteindre. Quand on porte un produit, on a forcément des objectifs qui sont derrière.
Et donc, dit un peu plus avec mes mots, ce sera vachement moins bien, hein, ça je ne vais pas me comparer à Wikipédia, mais finalement, manager un produit, pour moi, c'est actionner tous les leviers pour le mener à sa réussite. L'objectif étant sa réussite. Une fois qu'on a dit ça, finalement, c'est quel levier on actionne quand on constitue une équipe produit. Alors ce schéma-là, vous le verrez assez souvent, mais il est hyper, selon moi en tout cas, très juste et très riche. En fait, pour réaliser un produit, ou pour porter toute la dimension d'un produit, on s'appuie sur 3 domaines, 3 sphères de compétences. La compétence d'abord business. En fait, la compétence business finalement, c'est répondre à pourquoi le produit. C'est qui va l'utiliser, pourquoi ils vont l'utiliser, comment ils vont l'utiliser aussi, quelles sont les attentes métiers qu'on a derrière. Mais il est évident que quand on est au sein d'une entreprise aussi, on fait rarement des choses de façon bénévole. Et donc, derrière ce business, on va se dire aussi comment finalement, dans mon produit, je vais pouvoir le monétiser, faire de l'argent avec. La deuxième sphère qui est clé là-dedans, c'est le design. Et le design, en fait, c'est assez marrant parce que c'est une notion qu'on perçoit assez mal et qui est assez mal conçu, mal perçu dans notre état d'esprit. En fait, le design, on y voit quoi? On y voit souvent un truc joli. On se dit, le design d'une voiture, c'est des belles lignes. Le design, quand on fait un produit web, c'est absolument pas ça. C'est pas que ça en tout cas. Le design, c'est l'ensemble de la façon dont le produit va fonctionner, la conception globale qu'on va y mettre. Et je vais y revenir après un peu plus en détail pour illustrer ça, mais c'est vachement intéressant parce que c'est souvent la partie qu'on voit mal, qu'on perçoit mal, et surtout en termes de métier. On va vite se dire, bah attendez, bougez pas, je mets des gens qui ont une idée métier avec un UX designer, et finalement on fait du design. C'est pas du tout la réalité. Le design, je pense que c'est la partie, c'est une de mes convictions fortes, sur laquelle effectivement il faut réunir le plus grand pôle de compétences, parce que c'est finalement là que va naître le produit, et c'est là que ça va se passer, ça va être le pivot un peu clé là-dedans. Et le dernier élément, évidemment, et c'est fondamental, en tout cas pour réussir à être lean, c'est l'IT au sens large. L'IT, on peut appeler ça tech, dev, code, enfin ce qu'on veut, etc. C'est finalement comment comprendre et savoir comment on va le construire ce produit. Comment on va le construire, c'est définir une architecture d'applicative, c'est modéliser effectivement un modèle, la base de données, c'est beaucoup de choses comme ça. C'est savoir quel pôle de compétences je vais leur mobiliser, du front-end, du back-end, de la data, etc., etc. C'est toutes ces notions-là. En fait, un product manager, ou moi ce que je suis là-dedans, je suis absolument pas expert de tous ces sujets. Ce serait d'une part impossible, beaucoup trop prétentieux d'évoquer ça. Moi je m'appuie sur un ensemble d'experts pour finalement modéliser tout ça, mais ma croyance très forte, et ce qui fait que j'aime mon métier, c'est que au-delà d'être bon sur tous ces pôles de compétences, c'est surtout finalement les connecter. Le fait de les connecter qui va donner une certaine force à notre produit. Et donc l'objectif là-dedans, c'est de faire discuter des gens, d'avoir une bonne synergie pour finalement être au bon niveau sur chacun de ces sujets pour délivrer un produit utile, simple et surtout rapidement. Donc voilà, et ce qu'on évoque là-dedans, c'est ce que j'évoque, enfin je ne suis pas le seul d'ailleurs, mais comme un peu du lean product management, parce que ça c'est hyper important, c'est quelque chose qui drive l'activité, surtout avec l'émergence des startups, mais pas que, c'est notre objectif clé, c'est d'aller vite et d'être super efficace. Et donc voilà, moi mon métier c'est faire le croisement des trois, et effectivement d'essayer de les rendre les plus synergiques possibles. Donc c'est ça le management d'un produit tel qu'on l'illustre. Voilà. Une fois qu'on a posé un peu ces bases-là et qu'en tout cas on a pu présenter ces définitions, je vais assez modestement expliquer comment finalement on part d'une idée à un produit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y aura des encyclopédies entières à écrire sur quasiment chacun des sujets qu'on a vu précédemment. Sur l'aspect business, il y a des tonnes de choses à faire sur le point de vue marketing, etc. etc. Sur l'UX design ou sur le design, il y a des tonnes de librairies, des tonnes de bonnes pratiques, etc. Et sur l'IT, évidemment, c'est pareil. Bref, c'est plein de métiers dans tous ces métiers. Mais par contre, on peut, moi, l'objectif que j'ai là-dedans, en illustrant un peu comment on part d'une idée à un produit, c'est qu'on est la big picture. Parce que la big picture, c'est un peu la clé de la réussite aussi. Et donc, j'ai essayé de synthétiser ça en fait à travers un slide. À l'origine, tout part d'une idée. Alors, je ne vais pas du tout vous expliquer comment on a l'idée. Moi, je ne sais même pas moi-même. Hein. Je n'ai jamais eu d'idée de génie où je me suis réveillé un matin. Je n'ai jamais vraiment réussi. Donc, c'est à la limite, partons du principe qu'on a une idée soi-même ou que quelqu'un d'autre arrive avec une idée. C'est pas là-dessus que moi, je vais apporter forcément beaucoup de force ou beaucoup d'éléments. En revanche, dès qu'on commence à établir la stratégie, en fait, du produit, là, le product manager commence à participer à tout ça. Évidemment, on n'est jamais seul là-dedans. Mais établir la stratégie, c'est finalement se dire, OK, on a une idée. Est-ce qu'elle a une réalité de marché qui va en face? C'est évident. Mais pas que, en fait. On commence dans cette phase stratégique à pas mal échanger avec des CEO, avec l'ensemble de l'entreprise pour dire, OK, à quoi va ressembler cette idée? Grosso modo, je commence à la macro-designer, à évoquer, à traduire quelques écrans, quelques fonctionnalités. Et puis aussi, finalement, commencer à macro-estimer comment on va réaliser ce produit, combien il va nous coûter. Parce que finalement, une stratégie sur un produit, c'est un peu tout ça, quoi.
Et aussi, un autre élément qui est souvent intéressant et qu'on perçoit mal, c'est qu'on a l'impression que tout est digitalisable. Mais en fait, la question qu'on va beaucoup se poser à cette phase-là, en fonction des contextes métiers dans lesquels on est, c'est dans quelle profondeur de digitalisation, entre guillemets, on va. Je m'explique, par exemple, il y a des métiers qui sont des métiers de over-expert. Et évidemment qu'on ne remplacera jamais complètement, en tout cas à date, par un ordinateur, par une machine ou par un formulaire, toute l'expertise que peut avoir quelqu'un. Je ne sais pas si vous voulez construire une maison demain. Bon, effectivement, vous pourrez peut-être commencer à macro-définir ce que vous allez faire quand vous allez construire votre maison, mais il y a un moment, peut-être que le relais sera plus de l'ordre humain avec, je ne sais pas, un architecte ou un ensemble de compétences qui vont intervenir. Et souvent, c'est ces questions-là qu'on mûrit. Et parfois, moi, ça m'est arrivé d'être dans des projets, on s'est dit, mais finalement, la digitalisation, ce n'est pas forcément la bonne clé. Il y a d'autres aspects qu'on veut faire. Donc, c'est tout ça qu'on fait à cette phase-là. Et si, à la fin de tout ça, l'objectif qu'on a, c'est évidemment de se dire, est-ce qu'on lance les choses? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on le fait? Et là, à partir du moment où on se décide qu'on va le faire, aussi étonnant que ça puisse paraître, pour construire un produit, on commence par le déconstruire. Le déconstruire, c'est ce que fait un PO, un PM globalement. On commence à penser le produit, on se dit, OK, il va être composé finalement d'un ensemble de fonctionnalités. On part du plus macro vers quelque part le plus micro. On n'est pas obligé de découper tout dans le détail jusqu'au bout, directement, mais en tout cas, c'est bien cette logique-là. Par exemple, si on imagine un site de e-commerce, il va y avoir beaucoup de choses. On va se dire, OK, un utilisateur va pouvoir consulter des fiches produits, il va pouvoir évidemment les comparer, il va peut-être pouvoir les acheter, il va peut-être pouvoir avoir de l'inspirationnel, il va peut-être vouloir un moment se connecter, je vais vouloir avoir des informations sur lui, enfin plein de choses. C'est hyper riche un produit, il y a beaucoup de choses à mettre dedans. Ce qu'on commence par faire, c'est découper les grands trucs. Je vais dire, je ne sais pas, une grosse épique, allez, utilisateur. Un utilisateur, parce que je veux finalement en avoir des utilisateurs et les connaître. Un utilisateur là-dedans, si je commence à le découper par exemple en deux thématiques un peu clés ou un peu fortes, un utilisateur, je veux qu'à un moment, il crée un compte. Ok, ça peut être une des grandes thématiques. Et dans un deuxième temps, ou pas, enfin pas forcément deuxième temps, mais un deuxième élément en tout cas, c'est de se dire, ok, je veux que cet utilisateur se connecte. Là, on va être à une maille qui est déjà un peu plus précise. Et si je rentre vraiment dans le détail de finalement à partir de quoi et quel élément tangible on commence finalement à avoir quelque chose qui est matérialisable et qui peut être développé, ça va être de dire, ok, si je prends la connexion d'un utilisateur, il va pouvoir se connecter en direct, mais peut-être aussi pouvoir se connecter via Facebook Login, par Google Login, etc. Donc c'est tous ces niveaux de détails-là dans lesquels on rentre et c'est comme ça qu'on mûrit finalement un produit. Une fois qu'on l'a découpé, alors pas forcément dans ce degré de granularité, mais au moins qu'on est à la maille, on va dire, allez, qu'on appelle épique, donc les grands éléments qui connectent un utilisateur, inscrire un utilisateur, pardon. Voilà, on va prioriser ces éléments-là. En fait, prioriser, c'est prendre tout ce méli-mélo, ce qu'on appelle souvent un backlog dans la terminologie agile, et se dire, finalement, on va prioriser ces éléments-là. La priorisation, c'est une façon bien particulière de le faire. En un, on est ciblé sur l'utilisateur, on parle de business value. Donc ça, c'est fondamental, c'est de se dire finalement qu'est-ce qui va avoir de la force pour l'utilisateur dans le cas d'usage qu'il va avoir. Mais il n'y a pas que ça en fait. Dans la priorisation qu'on y met, on y met aussi la complexité qu'on a à la réaliser. Parce que si on était simplement à se dire, ok, j'ai une super feature de folie, mais j'en ai pour 10 mois à la réaliser, on n'est pas dans le bon match. C'est-à-dire que pour aller vite, etc. Donc on essaie déjà dans cette priorisation d'établir ce qu'on peut faire rapidement et ce qui va être super efficace directement. Et, voilà. Et ensuite, là-dedans, on roadmap. Donc c'est établir des versions, c'est-à-dire un ensemble de packages de fonctionnalités ou un ensemble d'éléments qui vont avoir du sens. Parce que si j'ai une fonctionnalité de connexion mais que mon utilisateur par exemple ne peut rien acheter, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà. Et roadmapper, typiquement, la première étape de notre roadmap, c'est évidemment le MVP. En fait. Le minimum viable product, c'est de dire comment je peux percuter le marché avec un produit rapidement. Voilà. Alors c'est un peu schématique, je ne vous le cache pas. Évidemment que ce n'est pas aussi fluide que ça, mais en tout cas, il y a des interactions entre tout ça. Mais ça présente bien la big picture, en tout cas, tout ce qu'on fait au sein d'un produit. Ensuite, une fois qu'on a établi finalement dans notre roadmap, dans mon MVP, voilà, je vais faire ça, ça, ça et ça. Ce qu'on va commencer par faire, c'est le designer. Alors les designer, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais en fait, je vais y revenir beaucoup plus en détail parce que c'est un truc qui a vachement d'importance pour moi. C'est designer, c'est effectivement, finalement, on veut le matérialiser à travers des écrans. Le matérialiser à travers des écrans, encore une fois, c'est pas se poser juste avec un UX designer, c'est plein de choses. C'est rencontrer les acteurs du métier, comprendre comment ça marche, synthétiser les choses, les simplifier. C'est finalement, oui, à un moment les poser dans des écrans, mais les écrans, c'est quoi? C'est quelque part déjà dresser ce qu'on appelle des wireframes, grosso modo, comment va fonctionner l'application dans son ensemble, commencer à apporter une couche graphique. Il y a beaucoup de choses dans le design, mais c'est ce qu'on fait en premier. Il faut finalement qu'on ait quelque chose de designé, qui soit finalisé, pour ensuite commencer à le construire. Finalement, c'est là qu'on le fabrique, à l'ingéniuriser et à le développer. Donc c'est l'étape suivante. Celle-là, du coup, c'est plutôt forcément des développeurs qui interviennent. Et donc là, on construit le produit. Il y a une différence un petit peu, assez intéressante à marquer entre
Bon, aujourd'hui, on est du DevOps, on est en intégration continue, en delivery continue, mais voilà, là, l'idée, c'est il y a des moments où on développe, il y a des moments où on délivre. C'est un peu deux temps qui peuvent être différents, hein. Souvent, les entreprises, on a toujours l'impression que toutes les entreprises, toutes les startups du monde sont hyper DevOps. Moi, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. J'ai travaillé dans certaines startups, etc. Ce qui est normal, c'est compliqué d'en arriver là, à de l'intégration continue, à tout le temps délivrer dès qu'on a codé. Donc, finalement, il y a un moment où on développe plein de choses, plein de features, et puis on va mûrir une version. On va se dire, OK, là, on va la mûrir, on va la travailler, on va la tester, etc. On va se dire, elle est prête, et là, on va la délivrer. La délivrer, c'est le lancement sur le marché. Elle est mise entre les mains des utilisateurs. Et là, c'est un point de vérité qui est super important. Et l'autre point qui est fondamental à la fin de tout ça, et qu'il faut absolument jamais oublier, il faut toujours être assez modeste dans ce qu'on délivre, c'est le test and learn. C'est de se dire que finalement, à partir du moment où on a délivré un produit, ok, là c'est une opportunité énorme pour nous d'apprendre de ce qu'on a fait en fait. Il est entre les mains des utilisateurs, il faut aller regarder évidemment les analytics, regarder des KPI clés qui sont importants, rencontrer les utilisateurs et savoir ce qu'ils en pensent. Et c'est vrai qu'en fait, à partir du moment où on en est là, on peut revenir à plein d'étapes différentes. Je pourrais même revenir à la stratégie de mon produit, dire finalement, voilà, ça ne rencontre pas le marché, je suis tellement à côté de la plaque que finalement, il faut que je rétablisse ma stratégie. On peut aussi revenir à un nouveau découpage, je m'explique. Ce qui peut souvent arriver, c'est que quand on a un ensemble de fonctionnalités produits, moi je m'étais dit en tant que product manager, bah cool, je pense que mes fonctionnalités vont être mortelles, d'avoir mon MVP, et donc l'étape d'après c'est de faire des nouvelles fonctionnalités. Peut-être que la réalité ça va être de dire, en fait non, les fonctionnalités que tu avais pensées comme cool, finalement tu as plutôt intérêt à les améliorer massivement, plutôt qu'à développer des nouvelles fonctionnalités. Et là, du coup, j'ai plutôt repasser en redécoupage. Je vais dire, ok, finalement, je vais redécouper un peu mon produit, reprioriser et remettre finalement ces évolutions en haut de la pile plus que les nouvelles fonctionnalités. Et si tout se passe bien et si tout est génial et on se dit ok c'est cool, mon produit dans le test and learn, les utilisateurs sont plutôt, sont contents et je peux continuer de le faire avancer, apporter de nouvelles fonctionnalités, là on va repasser dans un cycle. Voilà, c'est un cycle très itératif en agile. En tout cas, c'est on design, on redev, on délivre, etc., etc. C'est à peu près. Voilà. Donc c'est très schématique, mais évidemment qu'il y aurait des milliards de choses à dire sur chacun de ces points et voilà. Mais l'objectif c'est vraiment de présenter comment on arrive à toute cette proposition de valeur dans son ensemble. Un autre point du coup qui est que je voulais en tout cas illustrer, voilà, encore une fois il y aurait plein de choses à dire, mais ça c'est pour moi un point hyper important et hyper structurant qui là est vraiment ressort directement de l'agile, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'agilité, ça on le voit tout le temps, mais qu'il faut toujours avoir en tête quand on réalise un produit, c'est que effectivement un produit ça se réalise de façon itérative et incrémentale. Itératif, c'est-à-dire que grosso modo on le découpe en morceaux incrémental, et c'est ça le côté qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'il faut qu'il ait de la valeur en permanence. Et quand on travaille effectivement au sein d'une équipe produit, ou quand on est product manager, c'est là-dedans qu'on doit vraiment appuyer les équipes, faire en sorte qu'on soit toujours orienté dans ce sens-là. Je m'explique, là par exemple, ça c'est un exemple typiquement d'éléments qui soient purement itératifs. Si moi, demain, ma mission, c'est de dire, je considère aujourd'hui que les gens mettent trop de temps à se déplacer. Je vais les faire circuler plus vite et le moyen que je vais mettre en face, c'est de les faire rouler. Typiquement, voilà, ça peut être une idée initialement de dire, c'est quand même pas con, il y a des choses à faire, etc. là-dedans. Si jamais moi, en tant qu'équipe produit, je lui délivre dans un premier temps une roue à cet utilisateur, cette roue, il n'en fait absolument rien. J'ai beau avoir en tête dès le début que finalement la voiture c'est ce que je vise, c'est ce que je veux livrer, parce que c'est quand même cool une voiture. Voilà. Si initialement je lui livre une roue, mon utilisateur il en fera rien. Si je livre les essieux et les roues, c'est toujours pareil, il en fera rien. Si je livre effectivement même avec la carrosserie, sans le volant, etc. Voilà. Et finalement, dans cette vision-là, dans l'objectif de permettre à un utilisateur de rouler, je vais y arriver qu'au temps 4. Et donc c'est beaucoup trop tard. Encore une fois, il faut percuter, il faut être utile dès le départ et rapidement. Et sans avoir mis, vous imaginez le nombre d'efforts qu'il y a pour réaliser la voiture en termes de moyens humains, mais aussi en termes de coûts. Quand on dit incrémental, c'est vraiment cette logique-là, c'est avoir de la value, de la valeur qui monte effectivement en permanence. Et ce qui veut dire que, par exemple, effectivement, je ne peux pas faire la voiture aujourd'hui, mais par contre, je peux tout à fait lui fabriquer un skateboard qui va évoluer en trottinette, qui va évoluer en vélo, etc., etc. Et finalement, apporter petit à petit des choses à mon produit. Mais dès l'étape 1, je percute le marché, je peux déjà tester quelque chose de concret et tester si l'appétence globale de mon produit, pas uniquement technique, la roue elle est cool, pas uniquement design, la roue elle est jolie. Voilà, c'est vraiment l'esprit d'ensemble du produit, est-ce qu'il rencontre le marché et est-ce qu'il fonctionne. Et voilà, la petite présentation qu'ils en font aussi et qui est vachement importante quand on a une équipe produit, c'est que finalement, si jamais on pensait uniquement par petit bout par petit bout, ça veut dire que l'ensemble des activités et des personnes qui vont être mobilisées pour réaliser un produit, elles vont être découpées. C'est-à-dire que là, quelque part, je vais pouvoir me dire, ok, je design parfaitement ma roue, et puis après, elle va être développée, puis après, le client va me dire ce qu'il veut y faire. Là, aujourd'hui, pour réaliser ça, vu qu'on veut délivrer de la valeur d'ensemble, il faut forcément que j'ai développé l'ensemble. Par exemple, si on fait une analogie en tout cas du côté digital, si je développe le front-end sans avoir le back-end, c'est-à-dire si j'ai l'interface qui est joliment présente mais qu'il n'y a rien qui se passe derrière, mon produit ne sert à rien.
Et donc, c'est bien c'est bien la façon dont on mobilise les équipes. Ça se traduit en termes d'orga par des feature teams, des product teams, etc. Mais voilà, c'est bien ça la logique. C'est toujours délivrer les produits et les équipes sont organisées comme ça pour pouvoir délivrer de la valeur. Donc voilà assez rapidement sur la partie, en tout cas sur comment on part d'une idée et comment on aboutit à un produit. Voilà. Alors là, je vous propose effectivement de partager en fait plusieurs tips que j'ai trouvé, que je trouve plutôt intéressantes et sympas sur un peu tous ces sujets, parce qu'encore une fois, il y aura des tonnes et des tonnes de trucs à dire, mais là, on va rentrer un peu plus dans le concret avec quelques petites choses que je trouve plutôt intéressantes. Alors, je l'ai dit plusieurs fois, mais là je le redis, c'est une des tips qui est hyper importante pour moi. C'est effectivement, il faut prendre la bonne mesure de ce qu'est le design, slash, en fait, quand on traduit conception en anglais, c'est design, pour information de ce qu'est la conception. Il y a une phrase du maestro qui l'illustre très bien. Et pourtant, voilà, Dieu sait si Apple a des produits qu'on trouve hyper design, c'est joli, etc. Mais c'est très juste. Finalement, la conclusion de tout ça, c'est que le design, l'expérience qu'on a, c'est effectivement beaucoup plus lié à comment fonctionne le produit qu'à uniquement son aspect visuel. C'est fondamental. J'illustrerai un peu plus en détail après parce qu'il y a une autre analogie que j'aime bien là-dedans, mais c'est exactement pour moi comme une maison en fait. C'est une maison, une fois qu'elle est construite, finalement, on voit souvent, on trouve ça joli, on trouve que le papier peint est sympa, on va dire, finalement, vous avez plein de bibelots qui sont cool, etc. La réalité de l'expérience qu'on vit tous quand on est dans un lieu de vie, c'est qu'on va être aussi sensible, si c'était beaucoup plus sensible à la façon dont on y circule, à la praticité de l'ensemble des pièces, qu'à son design d'ensemble. Un lieu de vie qui serait aussi joli soit-il, mais dans lequel on circulerait mal, une cuisine dans laquelle, je sais pas, il n'y aurait pas d'évier, parce que l'évier il n'est pas au bon endroit, il est de l'autre côté de la cuisine, une salle de bain qui ne serait pas poche des chambres, etc. Ce serait toutes ces choses-là qui feraient que l'expérience serait beaucoup plus nuisible, en tout cas, que d'avoir un ensemble qui est joli ou pas joli. Bah, concevoir un produit web, c'est exactement la même chose, et le designer, c'est exactement la même chose. Et donc, finalement, quand on fait le Lean Product Design, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que, encore une fois, les pôles de compétences qui sont mobilisés sur cette partie-là ou qui doivent être mobilisés, c'est fondamental. Ça ne peut pas être une équipe dans son coin. Enfin, moi, je crois assez fort à ça et on n'a pas mis le million en place et c'est là-dedans qu'on a réussi à vraiment délivrer de la valeur. C'est que c'est plusieurs personnes qui soit se mettent autour de la table, soit qui sont animées à des moments différents. Déjà, il y a des personnes des métiers. Souvent, quand on fait une application, on ne connaît pas le métier soi-même. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Je vais illustrer un peu derrière. Il y a des choses où parfois c'est du B2C. On se dit, bon, voilà, louer un appartement, partir en voyage, je sais faire. Par contre, quand on commence à travailler dans des secteurs comme, je sais pas, un milieu énergétique, quand on commence à travailler dans le bâtiment, quand on commence à travailler dans l'immobilier, sur des choses qui sont des sujets un peu techniques derrière finalement, en tant que tel, bah, il faut effectivement très bien connaître les métiers. Et donc, pour ça, il faut qu'ils soient autour de la table. Le deuxième rôle, vous l'avez vu, c'est le rôle à la fois de PO et de PM là-dedans, qui peut être en mesure de faire ça. Le PO-PM, il est hyper important là-dedans parce qu'il va être en mesure de concilier très bien quelque part le quoi et le comment. C'est lui un peu qui va porter ce rôle-là, c'est de se dire ok, maintenant que je sais à peu près ce que veut le métier là-dedans, je vais définir avec des UX designers, etc. Ce qu'on fait, on va matérialiser ça en écran et il va être capable de palper le comment. Le comment, c'est grosso modo un peu porter le langage des devs. Il ne parle pas à leur place, il les sollicite quand il le faut, mais en tout cas, il va être en mesure de mesurer si c'est compliqué, pas compliqué, qu'est-ce qu'on a adapté dans le produit, quel niveau de profondeur, etc. Ou les implications qu'il y a. Il va savoir, un PO, un PM va savoir dire ok, là c'est une implication sur mon front-end, sur mon back-end, sur ma data. Il va être assez au clair là-dedans et donc il va pouvoir actionner et mobiliser les bonnes personnes sur ces différentes phases-là. Le web designer, forcément, web design, il y a les deux notions, il y a l'UX et l'UI. Alors l'UX, UI, rapidement, effectivement, l'UX, c'est plutôt effectivement la façon dont on navigue dans l'application. C'est où est-ce que vont être positionnés les CTA et on va avoir des bonnes pratiques là-dedans. C'est hyper important. Et l'UI, c'est plutôt l'habillage qu'on a derrière un écran. Et donc, c'est plutôt les couleurs qu'on va poser dessus, etc. Et donc, évidemment que le web designer, c'est quand même celui qui met sur le papier tout ça. Donc, il est en plus que fondamental là-dedans. Mais un truc qu'il faut prendre en considération aussi là-dedans et qui est super important, c'est que le design n'appartient pas qu'à des équipes entre guillemets métiers ou des équipes qui pensent. Il est fondamental qu'il y ait effectivement des devs autour de la table pour plein de raisons. À l'image de ce que je disais tout à l'heure dans le bâtiment, il y a un truc qui est souvent drôle parce qu'on ne fait pas d'analogie là-dessus, mais imaginez que demain on veut construire un bâtiment effectivement et qu'on ne prenne absolument pas ni les contraintes techniques ni les recommandations des corps d'État qui vont le faire. Je ne sais pas, vous voulez effectivement construire une chambre ou faire quelque chose comme ça, vous voulez rénover une maison, avoir des éléments qui soient structurellement qui tiennent la route, etc. Je pense qu'à un moment ou à un autre, si vous ou moi, en tout cas moi je ne suis pas un expert là-dedans, j'essaye de le faire, l'exercice forcément il sera mal fait. Il sera mal fait parce que je ne saurais pas très bien si ça va tenir la route mon projet, si ce que je suis en train de construire tiendra debout, si c'est réalisable techniquement, combien ça va coûter. Et donc finalement définir le quoi, il faut directement y mélanger le comment.
Et typiquement, quand quand on fait des travaux chez soi, on a souvent d'excellents conseils de la part de corps d'État, des maçons, etc., qui non seulement vont avoir des bonnes idées, parfois, pour dire, mais attends, pourquoi tu fais pas comme ça, et comme ça, qui deuxièmement vont être directement en mesure de dire, ok, ça c'est le niveau de complexité pour le faire, et ça va te coûter tant, j'en ai pour 10 ans, ou ça, finalement, si j'adapte un petit peu ces choses-là de cette façon-là, et qu'on a quasiment la même valeur, ça te coûte 10 fois moins cher. Et donc c'est fondamental que dès qu'on pose finalement ces écrans, etc., les devs soient aussi présents, soient autour de la table. Voilà. Et enfin, last but not least, et ça c'est pas du tout interdit, quand on design, on peut faire venir des utilisateurs. Encore une fois, il ne faut jamais oublier qu'on a beau être très ouvert, on travaille dans un bocal, une équipe produit, on est dans une entreprise au quotidien, les utilisateurs on ne les a pas sous la main, etc. Par contre, il ne faut certainement pas s'interdire, et au contraire, on a les moyens de le faire facilement et gratuitement aujourd'hui, d'avoir des utilisateurs qui participent au design. Participer au design, évidemment, c'est plus compliqué si on veut les faire participer dès qu'on pose des écrans, mais en tout cas, dès qu'on commence à avoir des versions posées, des écrans posés, rien ne nous interdit. Moi, je l'ai fait à Nantes chez EP, de faire venir des utilisateurs. C'est juste des écrans, l'application n'est pas prête. Il y a des écrans, des wireframes, on leur dit, effectivement, venez, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça navigable, efficace, est-ce que ça marche ? Franchement, les gens, ils sont hyper preneurs de ça. Moi, je l'ai fait aussi à un autre niveau. Quand j'étais effectivement chez Thalys, j'ai fait la refonte digitale de Thalys. La première chose qu'on avait été faire quand on était dans ce cas-là, c'était organiser des focus group dans des 4 villes différentes et demander aux gens finalement, mais qu'est-ce que vous pensez de l'écosystème digital de Thalys ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Et même beaucoup plus loin, on avait une communauté de quasiment 1000 bêta-testeurs au global qui nous ont dit, qui nous faisaient des retours sur quand on produisait les maquettes au fil de l'eau, ouais, je trouve ça cool, pas cool. Après, il faut adresser sa synthèse et sa conviction. Mais en tout cas, on peut le faire en permanence. Et donc, designer un produit, quand on pose des maquettes, on peut y mettre tout ça là-dedans. Et donc, voilà, ça se matérialise par 3 pôles qui sont super importants pour quelque chose qui est bien conçu. C'est très bien comprendre le métier qui est présent. C'est effectivement une expérience utilisateur limpide dans un univers qui est séduisant. C'est un peu le côté UX, UI que je traduis à travers ça. Et encore une fois, la tech fait partie de la conception et du design. C'est beaucoup plus fort de le faire comme ça. Je vais essayer d'illustrer à travers deux écrans. Voilà. Ça, c'est une application, alors jugez pas de lui, etc. C'est une application que j'avais fait il y a 7 ans avec GDF Suez, voilà, qui s'appelait Zenbox. Voilà. En fait, cet écran, là, quand on le matérialise, grosso modo, à quoi il sert ? Il sert à dire, moi, je suis un consommateur d'énergie, comment je me situe par rapport à d'autres ? L'écran, une fois qu'il est posé, on se dit c'est bien, il y a des histogrammes, des barres qui sont présentes. Bon, je pense que visuellement, c'est à peu près clair. On sait ce qu'on peut se comparer à moi, la moyenne, les plus économes du groupe, etc. Pour en arriver là, c'est pas juste encore une fois un designer qui s'est posé autour de la table avec moi. Là-dessus, il a fallu en comprendre en fait ce qui permettait de comparer une maison ou un utilisateur de maison en termes d'énergie à un autre. Moi, je ne suis pas énergéticien, je ne suis pas expert là-dedans. Alors, on a mis autour de la table des gens qui nous disent, OK, les critères discriminants pour considérer qu'une maison est comparable à une autre, c'est le nombre de mètres carrés, c'est peut-être son année de construction, c'est le nombre d'occupants, enfin, je ne sais plus très bien ce qu'ils avaient mis. Voilà. C'est les premières personnes qu'il faut solliciter là-dedans pour comprendre, d'un point de vue métier, moi, je vais aboutir à ça. Comment je le fais ? Comment je le traduis ? La deuxième chose qui était à mettre autour de la table, c'est qu'en fait, au-delà de ce produit qui était finalement l'interface digitale, on avait de l'IoT. À l'époque, Linky n'existait pas, en fait, c'était Linky avant Linky qu'on faisait, donc on avait des capteurs. Moi, c'est pareil, j'ai besoin de savoir si finalement, est-ce que ces éléments-là, pour les poser, pour finir par aboutir à ça, est-ce que ces éléments-là, mes capteurs, ils les remontent ? Est-ce que cette data, je vais y avoir accès ? Est-ce que je vais avoir le nombre de kilowattheures ? Est-ce que ça va être par mois, par jour, par an, etc. Et donc de travailler de concert directement avec une deuxième équipe métier, qui sont des gens qui font finalement des ingénieurs qui, en l'occurrence, des polytechniciens, mais des ingénieurs qui font le device et qui vont permettre de remonter la data. Ça, c'est la deuxième chose. Les utilisateurs, évidemment. Les utilisateurs, il faut quand même leur demander est-ce que vous en avez quelque chose à faire ou pas, finalement, d'être comparé à des personnes qui auraient un foyer similaire au vôtre. Donc, il y a plein de choses comme ça d'un point de vue purement métier qui sont à réaliser. En termes de design, voilà, il y a forcément la façon dont on présente les choses. Est-ce qu'on rend ça le plus visible, le plus efficace possible, le plus lisible pour l'utilisateur ? On a itéré 100 000 fois là-dessus. On essaie de benchmarker les choses avec des équipes métiers, avec des utilisateurs, avec plein de gens, etc. Et enfin, et c'est là que je veux en venir, et c'est last but not least, mais il faut évidemment des développeurs. Parce que dans tout ce que je vous ai dit là-dedans, comment je fais moi pour savoir demain, et si je n'ai pas un développeur autour de la table, ou des développeurs autour de la table, le niveau de complexité qu'on a par rapport au l'état actuel des choses. Dans ce que je vous ai dit, il faut effectivement commencer par déjà modéliser effectivement des maisons similaires, avoir des critères de pondération, les recroiser. Cet algo, il est balèze à faire, pas balèze à faire, à quel niveau de complexité je peux me confronter en fonction de ce que je veux faire. Si je n'ai pas directement ces personnes-là autour de la table, je vais proposer, je vais l'écrire sur finalement un document, je vais mentionner un cahier des charges, je vais leur refourguer ça, ils vont me dire attends, j'en ai pour 10 mois. Tu m'aurais mis autour de la table, on aurait retiré ça et ça comme critère de pondération, c'était réglé. Voilà. C'est pas pareil sur l'aspect purement visuel. L'aspect purement visuel qu'on a là, effectivement, c'est de dire ouais, moi je pars sur les histogrammes, voilà, quel degré de complexité qu'on a derrière.
C'est fondamental qu'il soit présent dès là, parce que quand on a posé l'écran et que finalement tout le monde l'a validé, qu'on est sûr de là où on veut aller, bah, si jamais on se dit après que c'est trop compliqué pour le faire, c'est pas possible. Et le troisième niveau, c'est évidemment aussi même sur l'IoT, c'est à dire bah, ok les gars, il y a des gars en ce moment ils sont en train de travailler dans un autre bureau là, ils étaient même pas sur les mêmes localisations que nous. Ils sont en train de travailler dans notre bureau, ils sont en train de concevoir un device, ils vont faire remonter de la donnée. Est-ce que la donnée, en termes de format, en termes d'éléments, vous considérez qu'elle est exploitable facilement, intégrable dans une base de données, comment on peut la traiter? Et donc c'est pour ça que voilà, des valeurs fortes, c'est de dire la conception, c'est tout ça. Et c'est pour ça que c'est un pivot clé de la réussite du projet pour qu'il soit ligne, pour qu'ensuite on puisse le mettre en œuvre hyper efficacement et pas uniquement se dire d'un point de vue métier, voilà, c'est chouette. Voilà. Deuxième exemple, voilà, ça c'est une application que je trouve mortelle. Enfin, je trouve que c'est un super exemple de gens qui font un produit de façon hyper lean. Je ne sais pas si vous connaissez Yuka. Ouais, bah, oui, voilà, le gros le connaît. Effectivement, c'est une application qui cartonne. Voilà. Yuka, c'est la même chose en fait ici. Ici, Yuka, eux, ce qu'ils proposent là-dedans, c'est de restituer hyper simplement finalement les valeurs nutritives de ce que vous mangez. Bah, pour ça, ils ont dû faire plusieurs choses, quoi. Déjà, le score qu'il y a en haut, bah, ils n'étaient pas nutritionnistes, hein. Donc, ils ont dû aller rencontrer des gens, se renseigner, se documenter, etc. pour se dire, OK, c'est quoi les critères qui sont finalement bons, pas bons dans l'alimentation? Connaître tous ces éléments-là. Sur l'un point de vue technique, bah, OK, la base de données, les gars, c'est sympa, mais moi, je ne vais pas m'amuser à référencer tous les produits industriels du monde. Comment je fais? Où est-ce que je vais me renseigner là-dedans, quoi? Bah, pareil, il faut s'appuyer sur des techs un peu là-dedans qui, en l'occurrence, vont s'appuyer sur un truc qui s'appelle Open Food Facts, qui est une API qui existe depuis un certain temps et qui vont le faire. Et évidemment, le troisième niveau, c'est le design. C'est-à-dire, OK, bah, une fois qu'on a synthétisé tout ça, quand on met tout ça en musique et qu'on se dit, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qui est disponible sur la table, bah, comment on le met à travers un écran qui, du coup, est sexy, quoi. Voilà. Donc, c'est aussi ça leur force et c'est pour ça qu'ils ont délivré un produit assez vite et sur lequel, bah, vous voyez, aujourd'hui, ils itèrent avec des nouvelles fonctionnalités qui sont les cosmétiques, etc. Mais voilà, c'est une logique vachement importante et en tout cas qui, moi, me tient pas mal à cœur. C'est pour ça que je tenais à vous illustrer. Voilà, bon, je vais passer rapidement là-dessus parce qu'en fait, je l'ai dit sans le dire, mais c'est une analogie souvent qui est assez cool de comparer la construction d'un produit avec un bâtiment. Pourquoi? Parce que bah, quand on est dans une équipe produit, une équipe de tech, etc., c'est pas toujours facile de sensibiliser des équipes à finalement ce qu'on fait et à la complexité. Souvent, on va dire un CEO du mois, tu vas dire, mais je comprends pas là, ton truc ça avance pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Quand on fait une analogie plus physique, c'est toujours pareil, hein, c'est un peu comme l'exemple tout à l'heure qu'on avait entre produit réel et produit digital, c'est que bah, c'est toujours plus facile de matérialiser ou de conceptualiser, en tout cas moi je trouve, pour mon esprit, quelque chose de concret que quelque chose de virtuel. Et donc, finalement, il y a pas mal d'analogies qui sont assez intéressantes autour du bâtiment. Le bâtiment, déjà, comme vous le voyez là-dedans, bah, en fait, il y a beaucoup de gens et plusieurs pôles de compétences qui y travaillent. Bah, un produit, c'est pareil. On est un ensemble de pôles de compétences, des gens qui dessinent, des gens qui construisent. Dans les gens qui construisent, il y a plusieurs personnes différentes. Et c'est un peu ça. C'est bah, quand je construis un produit, il faut identifier les bâtisseurs qui doivent être derrière. C'est quel corps d'état je dois avoir quand on parle du bâtiment. Et quand on parle de web, bah, c'est quel type de développeur je dois avoir. C'est ça le premier truc. Le deuxième truc qui est marrant, c'est que quand on parle de design, la façon dont on itère dans le design entre le bâtiment et le digital, c'est assez semblable. Un architecte, quand il commence à bosser, il va souvent prendre un bout de papier, il va vous faire un petit dessin, un petit schéma. Ben, nous, on fait pareil. On fait pareil dans le digital, effectivement. On prend un bout de papier, on commence à faire des écrans comme ça plutôt en les dessinant, ça va plus vite que de les faire autrement, un peu à la main, et c'est à partir de cet élément-là qu'on commence à itérer, à travailler sur nos écrans, comme je disais, avec tout le monde autour de la table. C'est vachement important. Alors, quand je dis tout le monde autour de la table, que je sois précis, on n'est pas capable de mettre tout le temps tout le monde autour de la table, mais en tout cas, il faut qu'à un moment ou à un autre, dans la façon dont on aboutit à ces écrans, ces gens y participent. Voilà. La deuxième étape qu'on va faire, ce que va faire un architecte, c'est qu'il va dessiner un plan 2D. Souvent, c'est ce que vous recevez d'un architecte, etc. Bah, nous, on fait pareil. On fait des wireframes. Donc, grosso modo, c'est déjà un peu plus propre. On pose des éléments qui sont des traits, etc., qui vont définir bah, quelles sont les fonctions, donc les pièces de la maison, quelque part. Et puis, au sein de des pièces de la maison, bah, qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité? Bah, dans une salle de bain, j'en sais rien, je vais avoir une douche. Bah, moi, ça va être pareil. À telle étape ou dans tel écran, je vais avoir un bouton de connexion et des choses comme ça. Donc, c'est quasiment la même logique. La troisième étape, si on va habiller, on va 3D habillé. On va dire habillé, c'est-à-dire qu'un architecte, de la même façon, il va dire ok, maintenant les pièces, on voit après comment elles sont faites. On va monter les murs et puis vous allez me dire finalement, bah, qu'est-ce que vous voulez sur les murs? Vous voulez quoi comme enduit? Qu'est-ce que vous voulez comme papier peint, etc. pour commencer à se projeter dans le truc. Bah, nous, on fait pareil. On pose effectivement là-dedans des éléments graphiques qui vont définir la marque, qui vont définir la valeur qu'on veut porter derrière et qu'on va poser derrière. Et là, dernière étape, même si on va jusqu'au bout du bout, un bon architecte qui est bien équipé actuellement, il va peut-être proposer un plan 3D un peu immersif. Bah, nous, on fait pareil, on fait des mock-ups. C'est-à-dire qu'on branche finalement ces écrans qui font qu'avant même d'être développés, vous allez pouvoir interagir dedans comme si vous utilisiez l'application en cliquant sur les boutons, en naviguant devant. Donc il y a quand même une similarité assez forte et qui est toujours intéressante et que moi j'exploite hyper souvent en fait, pour parler un peu avec des gens à des moments parce qu'il y a des moments où on est dans un sujet hyper technique. On se perd tous dans des débats d'hyper experts et finalement ça fait du bien de se dire à un moment, en fait on prend du recul et rationalisons les choses et là d'un seul coup ça paraît beaucoup plus évident.
Voilà. La dernière tips, c'est, enfin, non, c'est peut-être pas la dernière, c'est l'avant-dernière, excusez-moi. Tips, c'est établir la vision produit. On en entend souvent parler, mais ça, c'est vraiment le fer de lance un peu du product manager, ou pour porter le produit, c'est quoi sa vision, vers quoi il veut mener. Alors là-dedans, moi, je vais vous proposer un petit outil. Alors, clairement, il n'est pas de moi, hein. Cet outil, pour être précis, je l'ai piqué à une agence de com. Marcel. Exactement. Ouais. Voilà. Donc je le dis en toute transparence. Je l'ai écouté hier, ils ont un super stock sur Spotify. Exactement, ouais. Et ils sont sur Coletta aussi. Mais ouais, effectivement. Ouais. Et donc j'aurais piqué un peu ce truc-là. En fait, alors il faut savoir que je l'aurais piqué. C'est-à-dire que je n'avais pas 100% piqué pour un produit. Ils font pas de produit, Marcel. Marcel, c'est une agence de com parisienne qui effectivement travaille pas mal pour les startups pour définir leur identité de marque en fait. Et entre autres, pour porter cette identité, ils ont défini un petit élément qui s'appelle le blason. Et moi, je me suis dit, franchement, c'est hyper inspirant. D'ailleurs, je leur ai dit, j'ai échangé avec eux là-dessus. Je leur ai dit, mais ouais, c'est hyper inspirant pour définir aussi la vision d'un produit. Alors, je vais essayer d'expliquer aussi bien qu'ils le font, hein. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, mais c'est intéressant. L'image du blason, déjà, elle est intéressante parce qu'un produit, déjà, quand on le lance, on se lance dans un combat. On peut dire ce qu'on veut, en fait, quelque part, mais la stratégie au sens large, grosso modo, on voit beaucoup d'analogies guerrières qui sont assez justes. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, on va avoir des concurrents. Un produit, vous pouvez être le premier sur le marché pour le lancer, etc. Enfin, vous le savez, je pense tous, mais on peut avoir un copycat qui se fait en 2 mois, quoi. Il n'y a aucun problème, et quelqu'un va venir vous copier, etc. Et donc, finalement, établir un blason là-dedans, déjà il y a une analogie assez guerrière de dire c'est un peu l'étendard de notre armée sur lequel on va se baser. Et cet étendard, en fait, il est hyper structurant parce que quand je dis qu'à un moment ou à un autre, il va devoir nous permettre de combattre, ça va être des choses sur lesquelles on va se reposer, quel que soit le cycle de vie dans lequel on est. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, quand notre produit est en difficulté, ça peut être un truc super chouette pour dire ok, les gars, on savait où on allait, on continue dans ce sens-là. C'est pas juste être têtu, c'est juste que si c'est vraiment bien pensé, il n'y a pas de raison d'en douter. Et donc, il se définit en 3 éléments, qui est, alors que je vais traduire rapidement, mais voilà, qui est finalement le combat. Là, on se positionne en opposition, c'est-à-dire on va dire contre quoi je veux me battre. La mission, là c'est le pendant inverse, et on va se positionner un peu positivement et dire pourquoi je vais me battre. En fait, finalement, pour contribuer à ce combat, peut-être que je vais tout faire, mais peut-être que je vais en faire qu'un petit bout. L'autre élément, et qui est souvent le plus compliqué en fait, à établir, c'est d'établir en fait les armes. Les armes, pourquoi? Parce qu'en fait, les armes, on considère tout ce qu'on en a plein. Je pense à des fonctionnalités, généralement, dans un produit, moi, je suis le premier à voir dire, on va faire ça, 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 et puis on a ça. En fait, c'est pas la bonne idée, en fait. La plupart de ces armes-là, ou la plupart des fonctionnalités, mes concurrents les ont aussi. Donc, ça sert à rien, en fait, de les exploiter. Ce qu'il faut que j'identifie là-dedans, c'est quoi? C'est les armes différenciantes que je vais pouvoir faire le plus rapidement possible ou que j'ai peut-être déjà sous la main. Et ça, ces armes-là, je parle de fonctionnalités, mais en fait, ça peut être plein d'autres choses, quoi. Ça peut être la valeur que va apporter mon produit. Ça va être effectivement la segmentation, le segment de marché sur lequel je vais me positionner. Et enfin, quand on prend la synthèse de tout ça, on a le cri de guerre qui peut être, c'est un petit plus, ça, mais qui peut être un peu la synthèse de tout ça. Pour essayer d'illustrer, je vais reprendre l'exemple de Yuka, en fait, parce que je pense qu'un exemple traduit mieux les choses. Si on prend Yuka, leur combat, eux, il a été, enfin je pense, je parle à leur place, mais il a été assez clair, c'est de se dire, finalement, la nutrition, c'est quand même un élément central de la santé, et pourtant, les consommateurs savent très mal ce qu'ils mangent. Mon combat, ça va être de dire, moi je veux que les utilisateurs arrêtent de ne pas savoir ce qu'ils mangent. Ma mission, ça va être de quoi? Ça va être de leur donner accès à cette information et de leur donner accès le plus facilement possible. Leurs armes, et c'est là que la notion d'arme est intéressante. Cette application, elle fait beaucoup de choses. Si moi j'en retiens 2 des armes qui étaient hyper fortes pour le faire aussi rapidement dans leur produit, un, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait Open Food Facts qui était là. La clé, le truc majeur de leur produit et compliqué, c'était de se dire comment je vais faire pour avoir accès à la base de connaissances de l'ensemble des produits qu'il y a dans les supermarchés. La base de connaissances, elle existe et en plus, elle est super fiable. Donc, c'est quand même un truc génial. Et moi, j'en retiens un deuxième, et en tout cas qui s'est, je pense, assez bien illustré là récemment, c'est leur indépendance. Là, on n'est pas du tout sur du fonctionnel ou quoi que ce soit, mais leur indépendance. Ces gens-là, ils sont indépendants des produits qu'ils notent. Ils sont pas dans l'agroalimentaire, c'est pas des distributeurs, ils font rien de tout ça. Ils restent indépendants, ils continuent de le porter comme un étendard, c'est important même dans leur choix de business model. Et pourquoi? C'est une force sur laquelle, typiquement aujourd'hui, qu'ils peuvent activer, et je pense en fait qui fait qu'il y a toute la différenciation est là. Aujourd'hui, il y a eu plein de copycats. Hein. Vous avez vu, il y a eu Hypermarché, enfin Hyper-U, Super-U, etc. Ils sont tous mis à faire des applications de ce type-là. Ces applications, alors on verra de quoi elles viennent faire, mais en tout cas aujourd'hui, elles ont beaucoup plus de mal à percer. Même Michel-Édouard Leclerc a dit récemment qu'il utilisait Yuka, c'est quand même dingue. Voilà. Et pourquoi ils ont beaucoup plus de mal à percer? Je pense que c'est beaucoup grâce à cette valeur. C'est-à-dire que tant qu'ils restent indépendants et qu'ils souhaitent le faire, enfin rester dans cette position-là, c'est toute leur force, la légitimité qu'ils apportent finalement à l'utilisateur. Et la dernière tip que je vais partager avec vous, c'est quasiment la première, mais que voilà, on entend parler tout le temps, mais moi je pense que c'est dans mes gènes, quoi. Encore une fois, il faut penser utilisateur et utilisateur. 2 choses qui sont hyper importantes là-dedans.
C'est le patron de WeSings qui a dit ça très très justement, après il a eu beaucoup plus d'expérience évidemment que moi, mais voilà, et je trouve que c'est un type hyper intéressant là-dedans. Si vous visez le client, vous visez pas la bonne cible en fait. Si vous avez des utilisateurs, finalement vous aurez des clients. Pourquoi? Parce que imaginons que vous soyez dans un modèle B2B2C. Vos clients, ça va être finalement des grandes surfaces ou des distributeurs qui vont vouloir acheter vos produits. Ces gens-là, s'ils achètent vos produits et qu'il n'y a pas d'utilisateur derrière, finalement, ils vont assez rapidement arrêter de les acheter. Si vous visez directement l'utilisateur final, même si vous passez par ces intermédiaires qui vont distribuer effectivement votre produit, parce que vous en aurez besoin dans un premier temps pour générer votre réseau de distribution, c'est eux qui vont venir vers vous et frapper à votre porte finalement pour demander ces produits. Ils vont dire, mais les utilisateurs le demandent. La réalité, c'est que qu'est-ce qui va se passer à la fin? Votre produit, il est utile, il sert à des gens, ils ont de plus en plus de clients, etc. Et donc forcément, on est dans un modèle vertueux. Donc qu'on soit directement, effectivement, que le client soit utilisateur ou pas, il faut viser l'utilisateur, c'est un peu la clé de tout. La deuxième chose, ce que je disais tout à l'heure là-dedans, c'est qu'on a une chance énorme aujourd'hui, c'est que l'utilisateur, on peut le solliciter à tous les moments de notre constitution de produit. Dès la stratégie, etc., c'est important de le faire. On peut animer des focus group, on peut poser des questions à des potes, à des gens, etc. Alors évidemment, c'est pas, voilà, ça demande un peu de temps, en tout cas, mais ce n'est pas forcément une question de coût ou de moyens. On peut encore une fois valider nos maquettes ou des éléments comme ça avant même de développer. C'est ça l'esprit de Lean, c'est de se dire, ok, essayons de conforter les éléments avant de les construire, ne gaspillons pas. Ne gaspillons pas. On ne va pas commencer à faire, si on fait ça dans son coin en disant moi j'ai établi ma stratégie parce que moi je suis très sûr de moi et que j'ai un ego hyperdimensionné et que je n'ose pas aller confronter au marché, que je finis par faire travailler des designers qui vont designer tout ça et qui vont réaliser, et qu'à la fin en fait il y a des développeurs qui le font. Donc c'est des gens qui ont bossé quoi là-dedans. Et ça arrive très très souvent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui en ont marre en fait un peu de ce métier-là aussi là-dedans et qui souhaitent plus monter dans l'aspect stratégique pour ça. Parce que gaspiller notre énergie, notre temps, notre volonté à tout ça, c'est quand même très dur pour tout le monde. Du coup, un des éléments sur lesquels on peut s'appuyer, évidemment, ce n'est pas le seul, évidemment qu'il n'y aura pas de solution miracle, je ne dis pas pour autant que d'un seul coup, tout va marcher, on n'a aucune garantie, mais au moins, si on fait ça, se confronter au marché régulièrement, évitons d'aller à l'étape suivante, évitons de commencer à mobiliser des designers, de faire des milliers de maquettes, évitons d'aller solliciter aussi des développeurs à coder une application entière. Si à un moment ou à un autre, on ne s'est pas un peu confronté. Voilà. Et donc, voilà, la confrontation, moi, pour moi, clé et le KPI à suivre, finalement, dans un business model, c'est toujours l'utilisateur. Et les grands KPI qu'on suit dans l'amélioration continue, c'est qui utilise mon application, comment il l'utilise, à quelle récurrence. Et à partir de là, on peut commencer à constituer un business model. Mais si on n'a pas les utilisateurs, de toute façon, je ne connais pas, moi, aujourd'hui, d'application ou d'éléments qui peut faire de l'argent, qui peut fonctionner sans ça. Donc, voilà les 4 petits tips que je voulais partager avec vous. Et du coup, merci beaucoup pour votre attention.